Imaginez que vous vivez dans un village isolé dans les hauteurs et qui est écrasé par le silence de l'été. Voilà, il fait chaud, il fait beau, il n'y a pas de bruit et soudain le bruit arrive justement et casse ce silence apaisant. Mais ce n'est pas un bruit menaçant, c'est juste un enfant qui rit, qui court, qui s'amuse et qui disparaît. À ce moment-là, le silence revient, mais c'est un silence lourd. Et il est de nouveau brisé par des cris, des appels. Le nom de cet enfant est prononcé une fois, deux fois, trois fois, mais personne n'y répond. Et à ce moment-là, les habitants de ce petit village, qui de base est calme, commencent à s'inquiéter. La panique monte et on se demande pourquoi est-ce que ce village est-il plus silencieux que d'habitude. Cette situation est réellement arrivée et s'est produit en France, dans un petit village, dans le Haut-Vernay. Et un enfant y a disparu. Je vous conseille de rester avec moi et entrer dans la maison des killers pour découvrir ce qui a bien pu arriver à ce petit et savoir si le cas est résolu ou non. Bienvenue dans la maison des killers. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis la maison des killers et aujourd'hui, si on se retrouve, c'est pour parler d'une affaire de disparition française qui, en ce moment même, est en train de terroriser la France. En effet, le petit Émile Soleil a disparu en 2023 et on soupçonne très fortement des personnes proches de cet enfant d'avoir fait ce coup-là. Mais je ne peux pas vous en dire plus, alors si vous voulez découvrir, il va falloir rester et nous allons plonger dans l'histoire dès maintenant. Avant même de parler de l'affaire, il faut visualiser le décor. Le Haut-Vernay est un hameau minuscule, presque suspendu dans le silence des Alpes de Haute-Provence. À peine 25 habitants, posés là comme un îlot humain, perdu dans un décor de moyenne montagne. Administrativement, il dépend du Vernay, un village un peu plus grand de 125 habitants, situé 2 km plus bas. Mais dans les faits, le Haut-Vernay vit dans son propre monde, isolé comme coupé du reste. Et c'est précisément ce décor, ce petit bout de monde isolé, tranquille, presque hors du temps qui va devenir le théâtre d'une disparition incompréhensible. Nous sommes le samedi 8 juillet 2023 et c'est un jour particulier pour la famille Soleil, le tout premier jour des vacances. Et pour l'occasion, une grande partie du clan s'est réunie dans une maison située au Haut-Vernay, une habitation secondaire achetée par les grands-parents au début des années 2000. Une maison perchée au-dessus du village dans un décor calme et isolé du massif des Trois Évêchés. Cette résidence appartient au couple Philippe et Anne Vedovini, la cinquantaine, originaire de La Bouilladisse, une petite commune des Bouches-du-Rhône de 6000 habitants non loin d'Aix-en-Provence. Philippe Vedovini est décrit comme quelqu'un de très présent, très impliqué. Son épouse Anne, quant à elle, apparaît comme une plus discrète personne et plus en retrait. Mais ce jour du samedi 8 juillet 2023, ils accueillent une dizaine de membres de la famille, dont 7 de leurs 10 enfants. Certains des plus jeunes n'ont même pas 10 ans. Une véritable petite tribu. Et parmi eux se trouve Marie Soleil, 26 ans, venue avec son mari Colomban Soleil et leurs 2 enfants, Émile, 2 ans et demi, et Alaïs, à peine âgée de 1 an. Le couple aura d'ailleurs un autre enfant plus tard après l'affaire. Dans ce contexte familial très vivant, les activités ne manquent pas pour occuper la fratrie. Les enfants, encouragés par leurs oncles et tantes, ont commencé à construire une cabane.
une structure bricolée avec des rondins sciés située un peu plus haut que la maison, en direction du col de Labourette. C'est devenu le lieu préféré des enfants et selon un proche du dossier, Émile adorait s'y rendre. C'était même pour lui une façon d'échapper quelques instants à la vigilance de son grand-père. Ce jour-là, après la sieste vers 16h30, Émile n'a qu'une seule idée en tête, retourner à cette cabane. Mais ce n'est pas ce que les grands-parents avaient prévu pour l'après-midi. Philippe Vedovini a besoin d'aide. Il doit installer une clôture dans un pré destiné à ses chevaux. Il charge des piquets et du fil électrique dans le coffre de sa voiture pendant que les enfants sont censés venir l'aider. C'est à ce moment précis qu'Émile échappe discrètement au groupe. Il s'engage tout seul dans la petite route très pentue qui passe devant la maison. Il porte un t-shirt jaune et un short blanc. Peut-être une nouvelle fois voulait-il simplement repartir vers cette fameuse cabane construite le matin même. Selon les déclarations officielles, 2 témoins voient l'enfant dans l'impasse du Haut-Vernay vers 17h15 à environ 20 mètres seulement de la maison familiale. Ces 2 témoins sont un adolescent et un homme de 60 ans à peu près, mais aucun des deux ne l'intercepte. Le maire du Vernay va même expliquer que cette situation n'est pas du tout inhabituelle. En effet, le quartier est paisible, les rues sont calmes. En fait, ce village est tout simplement très calme et les enfants ont l'habitude de sortir seuls, se balader et jouer ensemble des fois. Donc très honnêtement, si l'enfant a été vu à cet horaire-là en étant tout seul, c'est tout à fait normal parce que c'est un horaire où les enfants ont l'habitude de se balader seuls. Et donc c'est absolument rien d'extraordinaire. Cependant, les versions des 2 témoins diffèrent légèrement. Le sexagénaire affirme avoir vu Émile descendre vers le centre du hameau, et l'adolescent dit l'avoir vu plutôt monter en direction des hauteurs. Et c'est la seconde version qui est considérée comme la plus fiable. L'homme plus âgé aurait donné des indications imprécises. Si Émile montait véritablement vers les hauteurs, cela renforcerait l'idée qu'il cherchait à rejoindre la cabane. Et quoi qu'il en soit, à partir de ce moment, plus personne ne le revoit. Les grands-parents, après environ 45 minutes de recherche, ne le trouvant pas du tout et n'ayant aucune trace de lui, préviennent la gendarmerie des Alpes de Haute-Provence à 18h12. L'alerte de la disparition est alors officiellement déclenchée. Dès le jour même de la disparition, la réaction est immédiate. Sous la coordination des sapeurs-pompiers, une centaine d'habitants du Vernay et des villages voisins se mobilisent spontanément pour participer aux recherches. Un hélicoptère est même mobilisé et commence à survoler le secteur pendant que les gendarmes inspectent les environs accompagnés de 3 chiens spécialisés. Les recherches s'étendent de 18h40 jusqu'à 3h du matin, couvrant 12 hectares autour du point où Émile a été vu pour la dernière fois. Le terrain est fouillé, ratissé, inspecté sous tous les angles. Mais il n'y a aucune trace du petit garçon. Rien, absolument rien. Le lendemain, face à l'absence d'indices concrets, le procureur de Digne-les-Bains, Rémi Avone, décide de lancer un appel à témoins. Les critères de l'alerte enlèvement n'étant pas réunis, c'est la seule solution pour toucher largement la population. Cet appel génère plus de 1400 signalements, mais la plupart ne mèneront à rien. Parallèlement, les équipes cynophiles du SDIS 04, spécialisées dans le questage, arrivent sur place. Elles utilisent notamment des chiens Saint-Hubert réputés pour leur odorat exceptionnel. Les chiens réussissent à repérer l'odeur d'Émile à 2 endroits différents dans un rayon d'environ 20 mètres autour de la maison. Plus rien par la suite. La piste s'arrête brusquement, comme si le garçonnet avait tout simplement disparu. Pour certains spécialistes, ce détail est lourd de sens. L'ancien directeur du Centre national de formation de la police judiciaire, le général Jacques-Charles Fombonne, explique « Cela peut vouloir dire qu'à ce moment-là, l'enfant est monté dans un véhicule. » Mais officiellement, pour le procureur, aucune piste n'est privilégiée
mais aucune n'est également écartée. Le lundi 10 juillet, les recherches reprennent avec encore plus d'ampleur. 500 volontaires viennent prêter main forte. Le soir même, lors d'une conférence de presse, le préfet Marc Chapuis annonce que près de 800 volontaires auront participé aux recherches au total, dans un périmètre élargi de 5 km autour du hameau. Il précise que le dispositif sera réadapté le lendemain matin selon les besoins. Pourtant, malgré cet immense déploiement, rien ne change. Et du 10 au 13 juillet, les gendarmes poursuivent leur travail méthodiquement. Des opérations de ratissage sont menées jour après jour, mais elles restent infructueuses. Le 13 juillet au soir, Rémi Avon fait un nouveau point. Les 30 maisons du hameau ont été fouillées une par une. Les 25 habitants ont tous été interrogés. Tous les véhicules du secteur ont été examinés et au total, 97 hectares de champs, bois, ravins et zones escarpées ont été ratissés minutieusement. Et pourtant, toujours aucune trace d'Émile, aucun vêtement, aucun indice, rien, comme si l'enfant s'était volatilisé. Non, désolé Max Skies, ça c'est ta réplique. Et au cours des recherches, et puisque l'enfant ne réapparaît pas, les enquêteurs et la population commencent à émettre des hypothèses pour essayer d'expliquer le fait qu'on n'arrive toujours pas à le retrouver. Dès les premières heures de la disparition, les enquêteurs doivent envisager plusieurs scénarios. Et très vite, différentes pistes commencent à émerger. La première idée examinée est simple. Émile aurait pu continuer seul son chemin à travers le hameau, s'égarer dans les alentours et finir par se perdre dans ce paysage vallonné. Il a été vu marchant dans l'impasse, alors peut-être qu'il a juste poursuivi son chemin sans que personne ne s'en rende compte. Une autre piste, beaucoup plus inquiétante, est aussi envisagée, celle de l'attaque par un animal sauvage. Dans la région, certains habitants évoquent la possibilité d'un rapace ou même d'un loup. D'ailleurs, en 2017, le maire du Vernet parlait déjà de ce problème dans une interview. Il dénonçait la pression du loup dans les alpages, rappelant que les prédateurs avaient déjà traversé le village au point d'avoir dû prendre un arrêté contre les animaux errants et dangereux. Ces propos reviennent forcément dans les discussions et la piste animale n'est pas immédiatement écartée. Autre possibilité, un accident impliquant un véhicule suivi d'une tentative de dissimulation. Un automobiliste aurait pu percuter Émile, paniquer, puis cacher l'accident. Une voiture suspecte a même été examinée après qu'on ait trouvé des traces de sang dessus. Mais les analyses ont rapidement prouvé qu'il s'agissait de sang animal. La même chose vaut pour la piste d'un accident de tracteur impliquant un jeune agriculteur du village. Elle a été étudiée, mais n'a rien donné non plus. On peut aussi s'intéresser à la piste familiale. Cette affaire met aussi involontairement en lumière la famille du petit garçon et leur appartenance religieuse ou politique. Quand on s'intéresse à Colomban Soleil, le père d'Émile, c'est un ingénieur diplômé de l'École centrale de Marseille. Il a été membre de l'Action française, un mouvement royaliste d'extrême droite, ainsi que du Bastion social, un groupuscule néofasciste marseillais. Quant au grand-père maternel d'Émile, Philippe Vedovini, ostéopathe à la Bouilladis, son nom apparaît dans une affaire de violence sur une mineure au sein de la communauté religieuse de Riaumont, où il avait été membre entre 1991 et 1994. En 2008, il a été entendu comme témoin assisté. La journaliste Ixchel Delaporte rapporte des témoignages le décrivant comme un homme autoritaire et parfois violent. Elle évoque des élèves affirmant avoir été frappés parfois sérieusement et très sévèrement. Coups de rangers, fessées laissant des marques pendant 2 mois, tirage d'oreilles violent même devant les parents. En septembre 2024, dans la famille chrétienne, Philippe Vedovini répond à ces accusations en disant « Je passe pour un dominateur qui terrorise tout le monde. Tout cela est faux, mais je m'en moque.
La presse nous fait du mal, mais les gens autour de nous sont vraiment extraordinaires. La preuve que Dieu existe, c'est la bonté qui nous est témoignée chaque jour. À tout cela s'ajoute un événement antérieur. En 2019, un incendie criminel avait détruit 3 maisons dans un hameau voisin, endommageant aussi celles de Philippe et Anne Vedovini. Une source judiciaire souligne le fait que cette famille semble avoir été visée par des incendies criminels oblige de s'y intéresser. Mais aucun lien n'a été établi avec la disparition d'Émile. Et enfin, impossible de passer à côté de cette piste, celle d'un enlèvement. Elle n'a jamais été exclue. Et sur les réseaux sociaux, les théories se multiplient. Certains parlent de traite d'enfants, d'autres évoquent des rituels sataniques ou encore du trafic d'organes. Aucune de ces spéculations n'est confirmée, mais elle participe à alimenter le climat de peur qui s'installe autour de cette affaire. Mais malgré la présence de ces hypothèses, à ce stade, les recherches n'ont toujours rien donné et le 12 juillet 2023 marque un tournant. Le procureur Rémi Avon annonce que l'enquête entre officiellement dans ce qu'il appelle une seconde phase. Il insiste clairement en disant « Aucune thèse n'est privilégiée, aucune thèse n'est exclue. » Autrement dit, tout reste possible. Dès ce jour-là, les recherches ne relèvent plus des simples opérations de terrain, mais d'une enquête judiciaire à part entière. Les gendarmes commencent alors à fouiller tous les bâtiments du hameau, maison par maison, malgré ces visites domiciliaires et les heures de recherche intensive. Émile demeure introuvable. Le soir même, les autorités suspendent les recherches sur le terrain pour se focaliser sur des investigations plus techniques. Lorsque le procureur décide de stopper les battues citoyennes, le maire du Vernet, François Balic, prend une mesure radicale. Le 14 juillet, il signe un arrêté municipal interdisant l'accès au Haut-Vernay au public. L'objectif est double. Protéger l'enquête, mais aussi protéger les familles et éviter le tourisme de curiosité qui commençait à apparaître. Le 17 juillet, cet arrêté est prolongé jusqu'au 31 juillet. Puis, face aux plaintes d'habitants importunés par des journalistes, une nouvelle prolongation étend l'interdiction jusqu'au 31 août. Le hameau, déjà isolé, devient alors totalement fermé au monde extérieur. Les enquêteurs passent maintenant à l'analyse de toutes les données recueillies. Les éléments collectés sur le terrain, les bornages téléphoniques autour du hameau et 1200 messages laissés sur la ligne d'appel dédiée à l'affaire. Une cellule d'enquête nationale est mise en place le 13 juillet avec 25 enquêteurs mobilisés, dont 10 gendarmes des Alpes de Haute-Provence. Ils travaillent avec Anacrim, un logiciel utilisé dans les affaires les plus complexes, qui permet de croiser des milliers d'informations, témoignages, horaires, déplacements, immatriculations, données téléphoniques, etc. Le 21 juillet, tous les habitants du Haut-Vernay sont de nouveau entendus et les véhicules réexaminés de fond en comble. Le 25 juillet, l'enquête passe à un niveau encore supérieur. Des drones et des chiens du groupe national d'investigation cynophile, GNIC, spécialisé dans la recherche de restes humains, arrivent sur place. Le 25 au 29 juillet, ces moyens ratissent une zone de 5 km autour de la maison des grands-parents. Cette fois, on ne recherche plus un enfant vivant. François Daoust, ancien directeur de l'IRCGN, explique clairement. On est dans une autre phase. On n'est plus dans la recherche de l'enfant vivant. On espère retrouver au moins un petit corps ou des restes. Dans le village, une ambiance pesante s'installe. Les soupçons montent. Tout le monde se regarde en coin. Un hameau de 25 habitants où chacun devient potentiellement suspect. 2 juges d'instruction sont nommés pour mettre une double lecture du dossier. Une façon de s'assurer qu'aucun détail, même minuscule, ne passe inaperçu. Les enquêteurs disposent désormais de moyens renforcés. Comparution
sous contrainte, perquisition, géolocalisation de téléphones et de véhicules, écoute téléphonique, saisine d'experts. Ils vont jusqu'à analyser toutes les lignes téléphoniques ayant borné autour du hameau à l'heure de la disparition, près de 1600 téléphones. 3 semaines après la disparition, les équipes cynophiles sont de nouveau mobilisées. Les recherches sont suspendues le week-end, puis reprennent le lundi suivant, dans un périmètre dépassant les 5 km. Pendant 5 jours, les drones effectuent une cartographie précise des forêts, quadrillant chaque recoin, chaque ravin, chaque zone difficile d'accès. Au début août 2023, la famille d'Émile décide de se constituer partie civile. Cela leur permet d'être informés de l'évolution de l'enquête et d'avoir accès au dossier via leur avocat. Mais malheureusement, toujours rien ne se passe jusqu'à l'année qui suit. L'année 2024 marque une nouvelle étape dans cette affaire qui, depuis des mois, semble figée dans un silence insupportable. Le 28 mars 2024, le parquet d'Aix-en-Provence décide d'organiser une mise en situation complète au Haut-Vernay. Ce jour-là, 17 personnes, tous les voisins, tous les habitants du hameau présents, le jour de la disparition, ainsi que les témoins visuels sont convoqués sur place. L'objectif est clair, replonger chacun dans l'atmosphère du 8 juillet 2023, dans l'espoir qu'un détail oublié, un souvenir enfoui, un geste ou même une silhouette aperçue d'un œil distrait puisse enfin remonter à la surface. Et cette méthode peut s'avérer vraiment très efficace, même si elle est utilisée rarement, parce que le cerveau, lorsqu'il essaye de se souvenir d'un souvenir, donc du coup d'une scène qu'il a vécue, il peut très bien faire remonter en mémoire des fragments qui pourraient être très importants pour cette affaire. Mais malheureusement, rien. Aucun souvenir crucial ne va remonter, aucun événement marquant ne sera manifesté par les personnes qui sont mobilisées pour cette expérience. Et malheureusement, dans moins de 48 heures, tout espoir s'effondre. Le samedi 30 mars 2024, une randonneuse emprunte un étroit chemin forestier situé en contrebas du Haut-Vernay. Un endroit escarpé, boisé, difficile d'accès, mais pas totalement inconnu des enquêteurs. Cette zone avait déjà été fouillée au début de l'affaire. Et pourtant, c'est là, en marchant, qu'elle aperçoit quelque chose au sol. Un objet rond, clair, c'est un crâne. Elle ne sait pas encore à qui il appartient, mais elle comprend qu'il s'agit d'un reste humain. Dans la panique, elle commet un geste que personne ne devrait jamais faire. Elle ramasse le crâne, tranquillement avec ses mains, le glisse dans un sac plastique et se rend directement à la gendarmerie pour prévenir les forces de l'ordre. Les gendarmes la suivent sur les lieux et un périmètre est immédiatement sécurisé. Le lendemain, le procureur d'Aix-en-Provence confirme l'impensable. Les analyses génétiques et l'IRCGN identifient formellement les ossements comme étant ceux du petit Émile. Les premières observations montrent que le crâne a des traces comme absence d'une dent, des fissures post-mortem, des petites fractures ainsi que des traces de morsure animale. Ces marques indiquent une dégradation après la mort, mais ne permettent pas encore d'expliquer comment l'enfant est décédé. C'est la date du 28 mars 2024, jour de la mise en situation qui sera retenue officiellement comme date de décès pour les documents administratifs. L'annonce de la trouvaille du crâne crée un choc national. Sur place, les recherches reprennent immédiatement avec une ampleur considérable. Une centaine de gendarmes, des scientifiques et des spécialistes ratissent toute la zone entourant le sentier. Le 2 avril 2024, un nouveau coup de théâtre. À environ 150 mètres du lieu où le crâne a été retrouvé, les enquêteurs découvrent des vêtements appartenant à l'enfant. Un t-shirt, des chaussures et une culotte sont éparpillés sur une dizaine de mètres. Peu après, un fragment d'os est également retrouvé à proximité. Les fouilles s'étendent alors sur 45 hectares, en profondeur et en surface. Elles s'achèvent le 10 avril sans nouvelle découverte déterminante.
Ces éléments relancent évidemment toutes les hypothèses, et surtout ces trouvailles ne permettent toujours pas d'établir les causes exactes du décès. L'information judiciaire continue et les expertises s'enchaînent. À l'automne 2024, alors que les analyses se poursuivent sur les vêtements retrouvés, les chercheurs font une découverte un peu troublante. De l'ADN apparaît sur ces vêtements, et c'est un ADN qui n'appartient à aucun membre de la famille d'Émile. Le mystère n'est pas pour autant élucidé, et l'enquête va se poursuivre jusqu'en 2025. Le 13 mars 2025, les gendarmes retournent au Auvernais de nuit. S'ils reviennent, c'est parce qu'ils ont reçu des lettres anonymes. Dans ces courriers, quelqu'un mentionne un endroit précis, la petite chapelle du hameau. Arrivés sur place, les enquêteurs repèrent une jardinière juste à côté du bâtiment religieux. Ils la prennent immédiatement pour l'envoyer en analyse. Personne ne sait ce que les gendarmes espèrent y trouver, mais une chose est sûre, même les lieux habituellement paisibles deviennent une zone de suspicion. 2 jours plus tard, un nouvel événement bouleverse l'affaire. Le 15 mars 2025, Claude Guilliot, un prêtre âgé qui connaissait très bien la famille, et pour cause, c'est lui qui avait baptisé Émile, se suicide en avalant une grande quantité de médicaments. Selon sa sœur, il avait laissé une lettre. Dans cette lettre, il expliquait qu'il vivait très mal une dispute récente avec Philippe Vedovini. Le grand-père lui aurait reproché d'avoir parlé à un journaliste et d'avoir donné une photo des parents d'Émile. Le prêtre était aussi très affecté depuis plusieurs mois. En 2023, la conférence des pénitents gris lui avait interdit d'officier dans la chapelle, un lieu que la famille d'Émile fréquentait régulièrement. Le 26 mars 2025, son domicile est perquisitionné, mais officiellement, le procureur explique qu'il n'existe aucun lien entre son suicide et la mort d'Émile. Le 25 mars 2025, un énorme coup de théâtre éclate dans l'affaire. Ce jour-là, les grands-parents maternels d'Émile, Philippe et Anne Vedovini, ainsi que 2 de leurs enfants majeurs sont placés en garde à vue. Les accusations sont lourdes, homicide volontaire et recel de cadavres. Au même moment, les gendarmes perquisitionnent leur maison à la Bouilladis et leur résidence du Auvernais où a eu lieu la disparition. Une voiture est saisie, ainsi qu'une remorque utilisée pour transporter un cheval. Depuis plusieurs mois, les enquêteurs analysaient des écoutes téléphoniques. Ces écoutes avaient révélé de fortes tensions entre les parents d'Émile et ses grands-parents maternels. De quoi attirer l'attention sur une éventuelle implication familiale. Mais malgré tout, toutes les gardes à vue sont levées dans la nuit du 26 au 27 mars. Le lendemain, le procureur fait un point presse et les nouvelles sont très importantes. Les analyses scientifiques montrent que les vêtements retrouvés en forêt n'étaient pas sur le corps au moment de sa décomposition. Ils ont été déposés là peu de temps avant leur découverte. Les ossements d'Émile présentent des traces compatibles avec un choc violent au niveau du visage. Autrement dit, Émile n'a pas pu mourir là où on l'a retrouvé. Quelqu'un a déplacé son corps ou ses vêtements et l'enfant a subi un traumatisme important avant sa mort. Pour la première fois depuis le début, les enquêteurs reconnaissent officiellement qu'il s'agit très probablement d'un meurtre. La piste familiale pour l'instant est mise de côté mais pas totalement éliminée. Et au vu des antécédents connus de Philippe Vedovini, beaucoup se demandent s'il n'aurait pas cette fois-ci été trop loin dans sa manière d'éduquer son petit-fils. L'enquête continue donc pour homicide volontaire, tout en laissant ouverte la possibilité d'un homicide involontaire maquillé. Aujourd'hui encore, malgré les mois qui passent, malgré les expertises, les fouilles, les gardes à vue, personne ne peut dire ce qui s'est réellement passé ce 8 juillet 2023 dans ce petit hameau perché dans les montagnes. Toutes les preuves trouvées pointent vers l'intervention de quelqu'un. Mais qui ? Pourquoi ? Et surtout, où est la vérité ? Le Auvernais, lui, continue de vivre dans le silence. Un silence lourd, presque oppressant. Un endroit qui autrefois n'était qu'un hameau isolé et qui aujourd'hui reste le théâtre d'un mystère que personne n'a jamais réussi à percer. Ce qui est certain, c'est que l'enquête n'est pas terminée. Les gendarmes poursuivent leur investigation.
Des expertises sont encore en cours et chaque nouvelle piste semble ouvrir davantage de questions qu'elle n'en résout. Et pendant ce temps, l'ombre de ce petit garçon plane encore sur les montagnes. Un enfant de 2 ans et demi, disparu en plein jour, dont personne ne sait expliquer la mort ni désigner le meurtrier. Le mystère Émile Soleil reste entier. Va-t-il être résolu en tant que la vérité n'aura pas éclaté? Ce dossier continuera de hanter le Haut-Vernay et tous ceux qui ont suivi cette affaire depuis le début. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous l'avez appréciée. Et si vous avez quelques idées sur ce qui aurait pu arriver à ce pauvre enfant, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Pensez-vous que les grands-parents, que Philippe soit coupable du meurtre de son petit-fils? Est-ce que vous pensez sincèrement que sa famille puisse être impliquée ou est-ce que vous pensez qu'il a juste été kidnappé et assassiné? Et franchement, n'hésitez pas à tout écrire en commentaire, à partager vos avis. N'hésitez pas également à me donner des noms d'affaires criminelles que vous souhaiteriez voir apparaître dans les prochaines vidéos et pour que je puisse en fait vous écouter et faire apparaître sur la chaîne ce que vous souhaitez voir. Quant à moi, je n'ai pas d'avis personnel sur cette affaire et très honnêtement, je vous conseille d'écrire en commentaire des messages de soutien à la famille, donc à la mère et au père du petit Émile tout simplement, parce que imaginons qu'il tombe sur cette vidéo, même si je ne suis pas du tout quelqu'un de connu, cela pourrait arriver et donc du coup j'aimerais que vous soyez assez respectueux dans les commentaires et je ne souhaite pas me prononcer personnellement sur cette affaire. Alors très honnêtement, c'est tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à faire toutes les règles, liker, vous abonner, mettre en commentaire les prochaines vidéos que vous souhaitez voir et ne tardez pas trop à me rejoindre dans la maison des killers.